Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, émission La République, oui, la République, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage de ce mercredi 10 juillet 2024, une émission qui se propose pour vous de faire la lecture de l'actualité socio-politique de la République démocratique du Congo avec bien évidemment des analystes politiques, des acteurs politiques de notre pays. Dans l'actualité, il y a cette informations liées à la déclaration des patrimoines des chefs du gouvernement entrant et sortant, Samalou Kondé et Judith Souminois. C'était hier, mardi 9 juillet, à la Cour constitutionnelle. Quid des biens des animateurs des institutions? Nous allons en parler dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous allons aussi parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le lundi au 49e sommet ou 49e plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La secrétaire générale de l'OIF qui avait pris la parole a omis ou soit oublié, bien évidemment, de citer la crise de l'Est de la République démocratique du Congo causée aussi par l'agression du Rwanda. Et actuellement, on parle aussi de l'Ouganda. Nous allons parler aussi de ce sujet lors de cette émission. Mesdames et messieurs, pour parler de tous ces sujets, j'ai avec moi ici sur ce plateau deux invités. Déjà à ma droite, à gauche de votre écran, je vois Maître Moïse Pika, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère Fiston, je suis très ravi à ce que vous puissiez m'inviter pour discuter les sujets dont vous avez évoqué, les deux sujets. Je salue mon ami de la société civile avec qui nous allons partager le plateau. Permettez-moi également de saluer tous les Congolais qui sont habitués de nous suivre à partir de la diaspora. Ils sont toujours là avec nous. Et nous sommes de cœur avec tous les compatriotes congolais à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça vraiment notre combat de tous les jours, la lutte de tous les jours que nous sommes en train de mener, la République, le gouvernement congolais, pour que la situation à l'est soit donc stabilisée. Et nous croyons. Nous croyons aux efforts du gouvernement congolais. Nous croyons à l'engagement de nos vaillants héros, les FARDC. Et nous croyons également au soutien moral, tant moral qu'autre, que tous les peuples congolais donnent donc aux militaires congolais, aux FARDC, pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi. Et l'ennemi sera certainement bouté dehors parce que les FARDC vont se battre. Et le gouvernement va continuer à multiplier les efforts et à mettre les moyens. Et le peuple congolais va soutenir. Donc nous saluons également tous nos compatriotes qui sont à l'Est, qui nous suivent également. Bien que la situation là continue, et la situation continue donc. Nous allons en parler, mais vous-même, comme dit l'artiste et musicien Jibin Piana, glycémie, ça va? Cholestérol, ok? Est-ce que vous allez bien? Très bien, moi je vais très bien et voilà, nous aurons à parler et à discuter sur ce plateau tout au long de cette émission. Mais à ma gauche, à votre droite, chers téléspectateurs, j'ai Emmanuel Ngonga. Lui, il est de la société civile, coordonnateur du mouvement citoyen SOS Jeunesse en danger. Bonsoir Emmanuel Ngonga. Bonsoir Monsieur Fiston. Un habitué de cette émission. Vous allez bien? Très bien par la grâce des Tout-Puissants. J'ai réitère aussi mes remerciements à mon co-débatteur, Maître Moïse, et à vous également, et à toute l'équipe de la chaîne Géopolis Télévision qui toujours nous a fait appel. Et lorsque vous nous faites appel, nous répondons à cet appel parce qu'il s'agit aussi de la nation. Justement.
il s'agit aussi des questions qui touchent notre avenir. Et il s'agit aussi de la devenir de nos enfants et de nos arrières, nos enfants. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à vous deux de répondre à notre invitation. Mais nous allons prendre d'abord une vidéo dans laquelle le chef du gouvernement sortant, nous avons pris ça comme illustration parce que celle entrante aussi avait justement déposé ou déclaré son patrimoine hier. Nous allons parler brièvement de cet événement. C'est un événement parce que ça va aussi du respect de notre constitution, la loi fondamentale, mais aussi du respect des principes démocratiques de la République démocratique du Congo. Et si la régie est avec moi, nous allons prendre cette vidéo de Sam Alukonde après avoir déclaré son patrimoine à la Cour constitutionnelle. Mentionné que je suis là dans le cadre d'un exercice purement constitutionnel en tant que Premier ministre sortant. C'est le 13 juin dernier que nous avons effectué la remise et reprise avec la Première ministre, Madame Judith Souminois, qui, après avoir été validée, en tout cas du point de vue de son programme, et investie par le Parlement, a pu me rencontrer dans le cadre de cette remise et reprise officielle qui s'est faite à la primature. L'article 99 de la Constitution nous demande, en tout cas dans le cadre précis où nous avons pris des fonctions en tant que chef du gouvernement, de venir ici présenter notre patrimoine au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est un exercice que nous faisons en entrée de fonction. Nous l'avions déjà fait ici même. Et à la sortie de fonction, nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence, de gestion. Et donc, nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance parce que cela nous avait été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous avons voulu nous conformer à cette exigence qu'il nous a donnée. C'était une exigence demandée non seulement au Premier ministre, mais à tous les membres du gouvernement. Et je sais que dans la continuité de son action, on verra aussi le gouvernement entrant se livrer au même exercice. Et ici, la Cour constitutionnelle, c'est l'article 83 de la loi portant organisation de cette institution, la loi organique. Et donc nous sommes heureux, nous, de nous acquitter de ces tâches et bien sûr invitant par la suite ce même exercice puisse se faire dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous remercions surtout la collaboration que nous avons eue avec la Cour constitutionnelle, tout le temps que nous avons eu à travailler au niveau de la primature et tous les autres services judiciaires avec lesquels nous avons aussi travaillé, le parquet et autres. Et donc ici on était là dans ce cadre-là, on a été vraiment accueilli non seulement par le président de la Cour constitutionnelle lui-même, avec beaucoup de courtoisie, et par la même occasion, c'était aussi un bon moment pour saluer le procureur général de la République, qui nous a aussi accueillis chez lui en toute courtoisie. Vous venez là de suivre le Premier ministre sortant, Sam Alukonde. Je m'en vais directement poser la question à Maître Moïse Pika. Quelle symbolique attachez-vous à cet acte? Merci beaucoup pour la question. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous allez convenir avec moi, beaucoup des États du monde entier ont souscrit pour cette obligation. Chez nous, j'appelle ça une obligation parce que c'est là est repris dans la Constitution. L'article 99 de notre Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété en 2011 dans ces certaines dispositions, oblige d'abord, premièrement, les premiers ministres, pas seulement les premiers ministres, même les présidents de la République. Les présidents de la République, les premiers ministres entrants et les autres membres du gouvernement, avant la prise de leurs fonctions. Avant la prise de leurs fonctions. Certainement, c'est ce que la loi dit. La loi dit, si vous pouvez me permettre de lire, avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci. C'est-à-dire, on parle de ceux qui entrent pour commencer la fonction de l'exercice et de ceux qui finissent l'exercice, c'est-à-dire de ceux qui sortent. Donc, la Constitution nous oblige, vous qui avez été élus ou nommés selon les cas, de faire la déclaration de ce que vous avez comme patrimoine. Moi, je pense que les législateurs de 2006 a bien prévu les choses. C'est pour épargner, n'est-ce pas, les gens, les uns et les autres, à embellir leur patrimoine par les biens publics de l'État. Alors,
Mais la loi veut également, que par exemple Sam Malukumba qui a fini son mandat à la tête du gouvernement, son mandat nominatif bien sûr, à la tête du gouvernement, puisse également déclarer ses biens. Pourquoi? Parce que la Constitution dit ceci. Dans les 30 jours andéens, si vous ne déclarez pas votre patrimoine avant la sortie, avant que vous puissiez sortir, la loi dit s'il y a des soupçons sur ce que vous avez géré, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation, selon les cas, doivent donc se saisir d'office. En fait, la Constitution n'a pas repris d'office, mais doit se saisir. C'est-à-dire que c'est d'office. Également pour les premiers ministres qui entrent, Madame Judith qui entre, doit aussi, comme elle en a fait, déclarer son patrimoine. C'est pour que nous puissions, c'est-à-dire la République, ici, le rôle ou la mission, les besoins, c'est de protéger les biens de l'État, ou vous qui êtes entré en fonction, pour que vous ne puissiez pas toucher, n'est-ce pas, à ce qui est de l'État. Parce que lorsque vous prenez vos fonctions, certainement, l'État doit vous payer. Vous êtes payé par le trésor public. C'est même mieux payé. Vous êtes même bien payé. Vous avez votre salaire, vous avez vos primes, vous avez tout ce que vous avez. Frais d'émission. Frais d'émission et conso, tout ce que l'État, le trésor public met à votre disposition pour que vous puissiez bien travailler. Mais je voudrais souligner une chose. Moi, j'aurais encore souhaité, ça ce n'est pas repris dans la Constitution. Ici, je suis en train de parler en tant que citoyen, aussi en tant que politique, acteur politique. J'aurais encore souhaité, bon, bien que tout ne doit pas être repris dans la Constitution, mais lorsque un Premier ministre entre en fonction et qu'il est investi, lui et ses membres du gouvernement, parce qu'ici, il est question du président de la République, du Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Voilà. Après leur investiture au niveau de l'Assemblée nationale, ici je prends le cas par exemple du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, après donc que l'Assemblée nationale puisse approuver les programmes du gouvernement et que l'investiture se passe, avant que le Premier ministre ou les autres membres du gouvernement puissent ne serait-ce que faire quoi que ce soit, déposent d'abord, fassent la déclaration de leur patrimoine. Parce qu'ici, nous avons constaté que le Premier ministre a déjà, n'est-ce pas, était déjà entré en fonction. Et puis, il a déjà, les 13 jours. il a déjà commencé à agir. Voilà. Elle a été la fois dernière à l'Est. C'est-à-dire qu'elle a déjà commencé à travailler. Elle a dirigé même le conseil des ministres le vendredi passé. À l'absence du chef de l'État, parce que le chef de l'État lui en avait délégué le pouvoir. Justement. Elle a même dirigé le conseil des ministres. C'est bien, mais je voudrais assez que avant que tout ça n'arrive, les premiers ministres et les autres membres du gouvernement doivent d'abord commencer à déposer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je prends le cas du déplacement de Madame la Première ministre de Kinshasa vers l'Est de la République. Ces comptes ont été déjà alimentés par Ces comptes sont déjà alimentés. Elle a déjà des frais d'émission. Elle a déjà tout ce que l'État a mis à sa disposition pour ces déplacements-là. Donc, on ne peut pas faire le distinguo entre... Vous voyez que ça risque de devenir difficile pour commencer à différencier ce qui est à elle, c'est-à-dire ce qu'elle a eu avant la fonction, avant ses fonctions, et ce qu'elle commence à voir pendant qu'elle est déjà en train d'exercer. La crainte de ceux qui voient ça, de ceux qui observent, c'est que ça devienne une formalité. Parce que, on va aussi se le dire, Maître Moïse Picard, la corruption gangrène toujours, les détournements, n'en parlons pas. Non, ça ne devient pas une formalité. Ce n'est pas une formalité parce que c'est d'abord prescrit dans la loi. La Constitution le veut. La Constitution l'oblige qu'avant, dès lors que vous entrez en fonction, commencez à déposer, à déclarer votre patrimoine. Ce n'est pas une formalité. Même si c'était une formalité, allons-y dans l'hypothèse où c'est une formalité. C'était une formalité. Moi, je pense qu'il y a des services de contrôle. Nous avons l'IGF. Qui, malheureusement. Nous avons la Cour des comptes. Et nous avons les autres services de contrôle qui sont derrière vous, en tant que Premier ministre, en tant que membre du gouvernement, lorsque vous gérez la chose publique. Bon, qui malheureusement, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, je ne suis pas dans votre esprit. Qui malheureusement, le problème c'est que le détournement dans ce pays, ça s'évite toujours. Mais en entrant ou en sortant, il y a le contrôle, il y a cette exigence de déclaration. C'est comme ça que la Constitution, dans son alinéa 4, dit ceci: faute de cette déclaration, en dehors les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Ça, c'est pour celui qui entre. Donc, le Premier ministre qui entre, si en dehors 30 jours, elle n'a pas déclaré. Après son entrée en Non, c'est
C'est-à-dire que 30 jours, lorsqu'elle entre déjà en fonction, Justement. 30 jours en DA, si elle ne déclare pas, la loi dit qu'elle est réputée démissionnaire. C'est-à-dire qu'on doit maintenant retourner dans les manœuvres politiques pour nommer un autre Premier ministre. Je reviens dessus. Et pour celui qui sort, parce que vous avez parlé de la corruption, et pour celui qui sort, la loi dit également, dans les 30 jours suivant la fin de ses fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation doivent se saisir. C'est ça où il y a un problème. Il y a le problème, monsieur Emmanuel Ngonga, coordonnateur de la jeunesse SOS en danger. Est-ce que dans ce pays, on a déjà vu un ministre être sanctionné pour avoir été ou parce que la Cour des comptes ou l'IGF a constaté qu'après avoir assumé ses fonctions, ses biens ont, je ne sais pas, augmenté de manière exponentielle et sans explication? Je pense que ça, la question que vous venez de me poser, c'est chercher la peau dans la tête d'une personne chaude. Ça n'a jamais existé. Comment ça? Mais oui, mais vous me posez la question, je vous réponds pour dire que ça n'a jamais été. Je n'ai jamais vu un ministre sanctionné dans ce pays. Parce que c'est ça le leitmotiv. C'est de décourager les antivaleurs. Certainement. Mais on voit que ça continue. Chaque jour, on parle des détournements des fonds de l'État. D'ailleurs, on venait de faire une déclaration cet après-midi concernant les détournements. Je vous disais ici que moi, je suis d'un groupe de pression. Je fais partie aussi. J'ai eu la chance de participer dans beaucoup des organismes ou des institutions qui luttent contre la corruption. Je prends l'exemple de l'APLC, l'agence qui est de promotion de lutte contre la corruption. Et c'est-à-dire que nous décourageons cela. Et l'acte qui a été posé, moi je crois que c'est du formalisme et c'est de la poudre aux yeux. Comment ça, c'est la poudre aux yeux? La Constitution nous dit bien que c'est 30 jours avant. Mais oui, il est dans le jour. Excusez-moi. Mais vous-même, vous venez de le dire ici. Il a fait un voyage, il a fait ceci, cela, sans Dieu. Non, ça, moi, j'ai soulevé un élément que je voudrais à ce que ça s'ajoute. Et moi, je frine sur cet élément-là parce que c'est un élément clair, c'est un élément probant. On ne sait pas, parce que ces comptes ont déjà été alimentés par les frais du trésor public. Vous comprenez le danger. Et autre chose, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes, j'aime ce terme-là parce que l'IGF dit toujours ça, mais c'est Jules Alenguetti, sur les contrôles apprivoisés. Il faut faire les contrôles avant qu'on passe à l'acte. A priori, concomitant, comme il dit là. C'est très important, parce qu'on ne peut pas aussi laisser que la personne fasse déjà des mouvements et qu'il vienne déclarer ses biens avant. Et le problème n'est pas simplement au Premier ministre, mais que dit la loi? Les mandataires publics, les corps diplomates, ok? Nous avons les ministres et d'autres membres du gouvernement. Alors, dis-moi, nous avons déjà des ministres qui sont en fonction. Est-ce qu'ils ont déclaré leurs biens? Nous avons déjà des mandataires, nous avions eu des mandataires ici dans ce pays. Est-ce qu'ils ont déjà déclaré leurs biens et patrimoine? C'est ça le problème que nous devons nous poser. Et pourquoi ça ne se fait pas? Aujourd'hui, moi, comme je dis, c'est du poudre aux yeux. Parce que notre ex-premier ministre est passé dedans pour déclarer ce qu'il pourrait déclarer, mais en entrant, il a déclaré combien, on ne sait pas. Ça, c'est quand même, c'est quand même du privé. Ce n'est pas du privé parce qu'il s'agit ici d'une autorité publique. Quand vous êtes une autorité publique, je prends un exemple du Sénégal. Nous avions vu quand le président sénégalais entré au pouvoir, il a déclaré s'il avait une mouton, il a dit que j'ai une mouton, s'il avait 1 kilomètre, moi je ne sais pas, ou 1 hectare de champ, il a déclaré ses terrains, c'est public. C'est ce qui doit être fait. Vous ne pouvez pas dire ici que non, c'est privé. Il n'est pas privé parce que c'est une autorité publique. Et il gère les institutions de l'État. Il doit nous rendre compte avant qu'il entre dans ses fonctions. Même s'il avait une moto, il va nous dire j'ai une moto. Mais voilà aujourd'hui les conséquences. Les conséquences est que les gens s'enrichissent illicitement. C'est après qu'un monsieur entre au pouvoir, il gère l'argent de l'État, et après il devient riche, il devient baron, il devient moi ne sais pas qui. Et vous allez nous dire que réellement il a déclaré ce qu'il a réussi.
Parce que ce n'est pas un secret des politiciens. Et c'est pourquoi nous, en tant que groupe de pression, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons maintenant demander les contrôles, parce qu'il y a les organes de contrôle, les institutions de contrôle que je viens de citer ici. L'IGF doit voir clairement ce qu'ils ont déclaré, l'APLC doit voir ce qu'ils ont déclaré, si réellement la Cour des comptes doit voir ce qu'ils ont déclaré, si réellement ça reflète cette déclaration de biens immobiliers. Voilà. Et nous ne faisons que demander ça parce que nous sommes dans les contrôles citoyens. Nous devons voir vigilants parce que ici nous demandons, ce n'est pas simplement le Premier ministre, ex-Premier ministre qui vient de sortir, il y a aussi d'autres membres du gouvernement doivent s'acquitter de cette obligation constitutionnelle. Voilà, ils doivent s'acquitter de cette obligation constitutionnelle. Je sens que vous avez à dire, mais vous aurez la parole et répondre à la question que je vais poser en balayant aussi ce que votre co-débatteur a dit. Mais nous allons parler un peu de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. J'ai dit que vous aurez le temps de répondre. Il fallait peut-être me donner quelques secondes, je réponds. Vous aurez ce temps-là. Que je ne puisse pas j'enchaîne. Non, moi je vais écrire pour vous cette question et je vais répondre. Très intéressante sur l'Est. Voilà, la question intéressante sur l'Est. On a vu Vital Kamerhe remonter au créneau et déclarer haut et fort que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a omis ou a fait expressement de ne pas citer la crise sécuritaire à l'est de la RDC, alors que son pays et l'autre voisin, l'Ouganda, sont sur le territoire congolais, alors que, dans ce moment, il était en train de citer d'autres pays qui sont dans la même situation que la RDC. Comment vous voyez cette situation? Et ma question sera, est-ce qu'on va continuer toujours à pleurnicher dans des forats internationaux? Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi de réagir. Okay. Mon ami qui a dit que Madame la Première ministre a déjà fait des mouvements et qu'il peut y avoir... C'est du formalisme. C'est du formalisme. Non. Vous savez, nous devons aussi être patriotes. Nous devons être patriotes. Moi, je dis et je répète, ce n'est pas du formalisme. Sinon, l'exemple du Sénégal qu'il a cité serait aussi du formalisme. C'est repris dans la loi que voilà, vous êtes nommé Premier ministre et que vous entrez en fonction, vous devez faire telle chose. Parce que la loi vous oblige. Et que vous finissez vos fonctions avant d'aller à la maison ou d'aller dans d'autres fonctions, vous devez déclarer votre patrimoine. Alors, la Constitution n'a pas interdit au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement de ne plus commencer à exercer si ils n'ont pas déclaré. Mais la Constitution dit en dehors de 30 jours. C'est-à-dire que si dans les 30 jours et que vous ne déclarez pas, vous êtes réputé démissionnaire. Ça, c'est la loi est rigide. C'est que la loi. C'est ça que j'ai dit. Laissez-moi, okay. Je m'excuse, laissez-moi. Donc, vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas dire ici que voilà, d'ailleurs, mon co-débatteur a dit que Madame la Première ministre a déjà commencé à faire des mouvements. Mais on a non, c'est pas vous, parce que c'est visible. Oui, c'est visible. C'est visible, c'est moi qui l'ai évoqué. Ces comptes ont été alimentés par... C'est moi qui l'ai évoqué que Madame la Première ministre a déjà commencé à faire ces mouvements dans le cadre de son exercice du Premier ministre. Alors, voilà. Alors, on n'a pas interdit au Premier ministre, on n'a pas interdit au ministre de ne plus commencer à travailler. On n'a pas interdit au Premier ministre. Il n'y a pas une condition qui fait que... Non, la seule condition qu'on vous donne ne dépassez pas 30 jours. Okay. Vous dépassez 30 jours, vous êtes réputé démissionnaire. Vous ne déclarez pas dans les 30 jours parce que vous êtes en train de sortir. La Cour de cassation et la Cour constitutionnelle doit se saisir automatiquement, directement, d'office. Donc, surtout que nous sommes dans des situations où l'urgence s'impose. Par exemple, la question à l'Est. Madame la Première ministre devrait visiter nos compatriotes à l'Est pour les soulager par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Voilà. On ne l'a pas interdit. La Constitution ne l'a pas interdit. La Constitution n'a pas interdit au ministre. La Constitution n'a pas interdit à d'autres membres diplomatiques et consorts de ne pas commencer à exercer. Mais on lui donne la condition de ne plus dépasser 30 jours. La seule condition, c'est de ne pas dépasser 30 jours. Ça, c'est un. Dédé. Il dit que, où est-ce que vous avez vu, à part la Première ministre entrante,
et puis l'ancien Premier ministre, où est-ce que vous avez vu les ministres et les autres membres déclarer, mais est-ce que tout doit passer à la télévision? Tout ne doit pas passer à la télévision. Ça, c'est un des deux. Vous pouvez être nommé ministre et que vous êtes, par exemple, occupé dans les cadres de l'exercice de vos fonctions. Mais vous pouvez envoyer votre déclaration par votre directeur du cabinet. La déclaration ne fait pas dire tout simplement que vous devez aller physiquement. Vous pouvez aussi envoyer un membre de votre cabinet pour aller déposer votre déclaration. Donc, on va dire que ce système-là, institué par la Constitution, si Madame la Première ministre n'est pas efficace parce si Madame la n'a jamais vu si Madame la Première ministre sanctionné. Si Madame la Première ministre, je reviens. Si Madame la Première ministre et Sama Lukombo, le Premier ministre sortant, l'ont fait parce qu'elles sont symboliques. C'est-à-dire que voilà, votre chef du gouvernement. Exemplaire. Ils sont symboliques exemplaires. Votre chef du gouvernement l'a fait et l'ancien chef du gouvernement sortant le fait aussi. Donc vous n'avez pas de raison de dire. Tergiverser. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer votre directeur du cabinet pour déposer votre déclaration. Vous pouvez envoyer votre avocat ou vos avocats. Vous n'êtes plus obligé d'aller physiquement. Surtout les cas des ministres, parce qu'ils sont beaucoup. On n'a qu'un seul Premier ministre. On n'a qu'un seul Premier ministre. Il peut aller facilement, il dépose. Et puis la télévision les prend, on les monte à la télévision. Mais pour les membres du gouvernement et les autres, ils peuvent envoyer leur avocat, leur directeur du cabinet qu'on sort. On n'est pas obligé de partir physiquement. Et puis on n'est pas obligé toujours de montrer à la télévision. Voilà. On revient à la question. En ce qui concerne la question sensible de l'Est, on va continuer à pleurnicher. Non. Dénoncer n'est pas de pleurnicher. Ok. L'honorable Vital Kamerhe a dénoncé le comportement de Louise Mushikiwabo. Okay. Il a dénoncé. On doit dénoncer ce qui est diabolique, ce qui est mal. Ah, c'est diabolique. Mais c'est diabolique. Elle a fait ça sciemment. Elle n'a pas omis, elle n'a pas oublié. Elle a fait ça sciemment parce que sachant que c'est mon pays qui se comporte très mal en criminel, c'est mon pays qui se comporte en criminel. Si j'ai cité donc mon pays, c'est-à-dire que je vais confirmer que mon président de la République rwandaise est criminel ainsi que tous les Rwandais. Ça pose la question de la neutralité des fonctionnaires internationaux. Mais c'est ça. C'est là où elle doit être sanctionnée. Pourquoi? Parce qu'elle a violé cette neutralité, ces principes de neutralité. Elle devait se comporter à un être. Elle devait bien faire son travail, déclarant que le Rwanda et l'Ouganda devaient cesser de soutenir les groupes rebelles. S'appuyant même au rapport aux internationaux. Parce qu'on ne comprend pas, Madame Louise cite d'autres cas, d'autres situations de l'Ukraine et consort, mais lui, étant qu'Africain, il ne cite pas les cas qui se passent dans son continent. C'est être plus criminel encore. Donc, elle n'avait pas omis, elle a fait ça plutôt sciemment. Et lorsque une chose pareille se passe, Vital Kamerhe, honorable président de l'Assemblée nationale de la RD Congo, doit dénoncer. Nous également, pas seulement Vital Kamerhe, nous également, nous dénonçons. Dénoncer ne signifie pas pleurnicher. Même si ce n'était pas la RDC et que c'était le Rwanda avec un autre pays, le Rwanda allait toujours dénoncer. L'Ouganda aussi allait toujours dénoncer. Et que le Rwanda soutient le M23. Et aujourd'hui, l'Ouganda vient encore s'impliquer pour faciliter, même si le porte-parole de l'armée ougandaise a réfuté, parce que j'ai suivi sur l'RFI ce matin, le porte-parole de l'armée ougandaise a refusé. Il a même dit que comment est-ce que nous, l'Ouganda, nous qui appuyons la RDC dans les efforts de pacification, nous qui faisons partie parmi les forces de l'EAC consort, comment est-ce que nous pouvons encore faciliter l'entrée des troupes rwandaises, des militaires rwandaises de Kigali vers l'est de notre pays? C'est du faux fuyant. Il a menti. Bon, il ne peut que mentir, il ne peut que défendre son pays. Tout le monde doit tirer les droits de son côté. Mais dans tout ça, est-ce que peut-on encore compter à la communauté internationale? Parce que quand on parle de l'OIF, c'est aussi, on va dire, un noyau important de la communauté internationale, surtout pour la RDC. Nous, peuple congolais, nous n'avons jamais cessé à dénoncer. Depuis Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous n'avons jamais cessé de dénoncer l'attitude de duplicité de la communauté internationale. Duplicité, c'est-à-dire hypocrisie. Okay. La communauté internationale continue à être hypocrite. D'un côté, il soutient les pays agresseurs à la RDC, mais de l'autre côté, la communauté internationale vient avec des condamnations simples, inutiles, pour nous exhorter, nous Congolais, d'être patients,
patati, patata, alors que c'est la même communauté internationale qui joue des rôles. De l'autre côté, il soutient le Rwanda parce qu'il faut qu'on le dise. La guerre à l'Est, c'est d'abord alimenté par la communauté internationale, par l'Union européenne ou la communauté internationale de manière générale, qui alimente les Rwandais et qui est en train de motiver les Rwandais. Et le Rwanda, de son tour, est en train, n'est-ce pas, de faire passer tout ce qu'il prend de la communauté internationale vers les groupes armés, notamment les M23, pour faire la guerre. Quelle est notre responsabilité dans tout ça? Nous, en tant que citoyens congolais... On va continuer à dénoncer seulement? Non, on ne dénonce pas. Mais si tu dis ça, je regrette. Pourquoi? Parce que nous avons des militaires qui sont à l'Est, qui continuent à combattre. Pourquoi à chaque jour, nous passons à la télévision, nous venons à la télévision pour dénoncer et pour encourager nos FARDC? Pourquoi, lorsque récemment ici, les M23 ont bombardé, pourquoi le chef de l'État a organisé des conseils de défense? Tout ça, c'est pour multiplier les efforts. Voilà. Tout ça, c'est pour multiplier les efforts et dire que nous allons faire face à cette guerre-là. Même si toute la communauté internationale venait encore alimenter les Rwandais, appuyer les Rwandais, que les Rwandais appuyaient les M23, nous allons faire face. Et nous allons continuer à nous battre jusqu'à la dernière énergie pour repousser cette agression, pour repousser cette guerre, jusqu'à ce qu'elle va rentrer, comme Mouzé l'avait dit, la guerre va rentrer là où elle est venue. Voilà, la guerre va rentrer là où elle est venue. On a cité le cas de Louise Mouchekiwabo qui a omis, soit refusé de citer la crise de la RDC, comme l'a dit Moïse Pika. Vous pensez que nous, la RDC, nous allons continuer à dénoncer, ou moi je vais dire à pleurnicher, les termes n'ont pas été admis ou acceptés par votre co-débatteur? Merci, M. Fiston. Vous savez que mon regret est qu'on n'a plus de réflexion dans notre pays. On n'a plus de réflexion. Ah oui, ça je suis sûr parce que... C'est ce qu'on fait ici, oui. Excusez-moi de le dire, nous réfléchissons, mais qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Il faut aller au-delà de la réflexion, c'est ça l'intellectualisme. Je voulais peut-être ici pas rentrer dans cette question de patrimoine parce que ça m'importe peu. On ne verra jamais un ministre été arrêté. Même s'il mentait de ses patrimoines, nous ne verrons aucune institution contredire. Parce que ceux qui volent des millions au cours de journée sont gratifiés, sont applaudis, et puis ils sortent du territoire national. Donc ça, ce n'est pas un débat. Je vais sincèrement parler sur la question des lagueurs. Mais ces fistons, est-ce que nous comprenons ce qui se passe à l'Est? Lorsque les Congolais, les compatriotes attendent que cette soi-disant communauté internationale vienne à leur secours, la responsabilité, elle est à nous, Congolais. Vous attendiez que Mouchekiwabo, qui a été nommé dans les circonstances que vous tous... Mais c'est ça la diplomatie, c'est ça les relations internationales. Elle est rwandaise, elle ne peut pas prendre le cas, parce que vous dites ici qu'elle devrait être... C'est une fonctionnaire internationale. C'est quoi être fonctionnaire international? Elle a été envoyée dans cette... Excusez-moi, elle a été poudrosier encore. Elle a été envoyée dans ces institutions pour l'intérêt du Rwanda. Et c'est ça la diplomatie du Rwanda. Elles sont partout. Et ils sont partout, les Rwandais. Et vous voulez qu'ils attendent, vous attendez qu'une Rwandaise puisse applaudir, puisse dire, contredire ce que son pays dit. Et ça, c'est quelle réflexion encore pour nous? Alors, comment, vous ne pouvez pas vous poser une question. Le Rwanda parle l'anglais. Ce n'est pas un pays francophone. Il a été en avant, il a renoncé de cette francophonie. Mais nous avons crié ici, peut-être... Excusez-moi. Nous avons ici, nous, la société civile, lorsqu'on nommait Mouchekiwabo, nous avons dénoncé, nous avons dit à cette organisation, nous, les Congolais, nous sommes un pays qui parle plus sur le plan démographique. Nous avons plus, c'est un pays, je crois, deuxième pays au monde sur cette francophonie. Nous n'avons pas réussi même un poste. Mais cette Rwandaise-là a été nommée. On n'a pas de vous avez vu dernièrement, je ne sais pas, d'ailleurs, nous avions refusé qu'elle foule les sols congolais. Peut-être qu'ils oublient. Nous avons mené cette lutte pendant la francophonie. Les Jeux de la francophonie, oui. Pendant le jeu de la francophonie, nous étions dans la rue. Et vous croyez qu'elle doit soutenir Qu'est-ce que nous faisons dans notre temps? On doit continuer à compter sur la communauté internationale ou bien... Écoutez, nous avons un problème, comme je le disais ici, de la diplomatie, de la géopolitique. Et nous ne cernons pas les relations internationales. Dans les relations internationales, il y a que les intérêts qui priment. Et nous devons savoir que
cette guerre est alimentée par, entre guillemets, nos partenaires bilatéraux, nos partenaires stratégiques que nous appelons ici, qui sont les États-Unis, la France, la Belgique et tout comme ça. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent être nos amis. Mais c'est clair et visible. Peut-être que parce que nous sommes floués, nous ne comprenons pas. Lorsque nous nous entretions entre l'opposition, la majorité et la société civile, mais le Rwanda fait une diplomatie. Vous avez vu dernièrement, si ce n'est pas qu'on a crié, ce n'est pas si encore réel qu'on a suspendu les fonds pour le Rwanda, pendant qu'on nous agresse, et la France finance même le Rwanda. Nous avions vu l'armée Pentagone descendre au Rwanda. Nous avions vu ça. Écoutez, vous voulez qu'on vous dise de quel sens? Vous voulez qu'on vous parle de quel... Ou soit nous avons les yeux pour entendre et les oreilles pour voir. Nous devons prendre notre responsabilité en tant qu'État. Comment? Comment? C'est d'avoir un rapport de force. Armée, je sais dans pas. tout le plan. Vous avez parlé des intérêts. Des intérêts économiques ou... Mais nous sommes un pays, nous disons chaque fois que nous sommes un pays stratégique. Nous sommes un pays géopotentiellement riche. Mais c'est ça notre force. Ou soit vous négociez avec nous, parce que les problèmes que ces impérialistes ne veulent pas profiter, nous ne voulons pas que les Congolais profitent de leur richesse. Avec leurs smartphones, avec je sais pas moi, les véhicules électriques. Et c'est ça le problème. Et qui veulent avoir les minéraux des contrebandes. Alors, quelle est la responsabilité? La responsabilité, c'est à nous, Congolais, de s'imposer. Parce que le Rwanda s'impose. Et le Rwanda s'impose parce que nous, Congolais, nous sommes désordonnés. Nous ne sommes pas ordonnés. Ce qui fait notre faiblesse. Mais oui, également. Vous parlez aujourd'hui de cette guerre. Un pays en guerre où nous voyons les autorités détourner l'argent chaque fois. Des millions qui se détournent. Et pendant que nos militaires vivent dans des casernes et manquent d'eau, nous voyons les images. Ils manquent d'eau, ils manquent à manger, ils n'ont pas un bon salaire. Et ici à Kinshasa, les gens détournent des millions pour leur compte propre. Et vous voulez que cette communauté internationale là nous prenne au sérieux? Et demain vous allez dire non, il faut financer les efforts de guerre. Soyons quand même raisonnables. Alors, j'aimerais finir par vous dire que nous avions dit, je crois qu'ici c'était avec vous, pendant que Bunagana a été encore occupé, c'est sur ce plateau que je parlais du dialogue avec un ami co-débatteur ici. Mais aujourd'hui, nous sommes à 52 entités territoriales prises par les rebelles. Je crois qu'il est temps que les Congolais se mettent tout autour d'une table pour parler et le chef de l'État doit prendre responsabilité. Nous les demandons pour qu'il convoque un dialogue, pour que les Congolais parlent le même langage concernant cette guerre de l'Est. Et ça doit finir. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, comment on finit avec cette question de l'Est? C'est l'une des options. Si vous avez d'autres options, vous pouvez vous lancer. Parce que nous tendons déjà vers la fin. Je vois la montre. Merci beaucoup, mon frère. Je suis entré mes réactions. Je ne considère pas mon frère comme étant de l'opposition, même si ses réactions sont celles-là. Moi, je considère qu'il est de la société civile et qu'il fait son travail en tant que société civile. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en principe, j'ai remarqué dans ses interventions, il me rejoint. Mais sous autre forme. Comment ça? Je ne sais pas. Ça, je passe. Ok. En ce qui concerne les détournements dont il a parlé, personne ici n'encourage les détournements. Au contraire, même si jusque-là, nous sommes en train de nous battre pour que ces détourneurs-là répondent de leurs responsabilités devant la justice congolaise. Ce qui est toujours difficile là. Non, ce qui n'est pas toujours difficile. Pourquoi? Parce que les juridictions, je parle des juridictions en général, les juridictions qui doivent, par exemple, se saisir ou poursuivre ces gens-là, ces détourneurs-là, doivent également les faire avec toute responsabilité, en toute responsabilité. Je passe parce que je dois répondre sur cette question-là, sur les dialogues. En ce qui concerne la guerre à l'Est, nous parlons les mêmes langages de manière automatique. Comment ça? Nous condamnons tous la guerre. Lui, il accuse, par exemple... Non. Critiquer certaines faiblesses ne veut pas dire qu'on n'est pas condamné la guerre. Il a condamné la guerre. Il a condamné la communauté internationale.
j'ai dénoncé l'attitude de duplicité de la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas le même langage? Moi, je dénonce pas, je condamne. Mais c'est ça. Il y a la différence entre condamner. On va pas aller dans les débats des mots. Moi, je dénonce pas. C'est-à-dire que sur le plan sur le plan de la théorie, nous jouons au concept. Mais en pratique, sur le plan de la pratique, nous faisons le même travail. Et vous qui condamnez, et nous qui condamnons, et nous qui dénonçons, nous faisons le même travail. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes en train de parler le même langage. C'est-à-dire que nous refusons et nous allons repousser la guerre jusqu'à ce que la guerre rentre là où elle est venue. N'est-ce pas que tous, nous sommes contre le comportement de la communauté internationale? Il vient de citer la ici même entités territoriales qui sont... La même communauté internationale qui alimente le Rwanda qui à son tour alimente les groupes armés, et la même communauté internationale qui vient ici pour des réunions inutiles. Nous dénonçons et nous condamnons. C'est-à-dire que nous faisons le même travail. Même si au niveau des concepts, nous n'utilisons pas les mêmes concepts, ou encore nous utilisons les mêmes concepts mais à des temps différents, mais du moins nous faisons le même travail. Est-ce que le dialogue est une solution? C'est ce que j'ai dit. Dialogue ou pas, mais nous sommes en train de faire le même travail et nous parlons le même langage. Après tout, c'est pour le Congo. Hein? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les dialogues, bon, je ne sais pas. Les dialogues, on a fait les dialogues. On a passé des dialogues ici. Quel est ce dialogue-là que le président Honoré Kabila n'a pas organisé? C'est un dialogue politique, chers camarades. Le dialogue a toujours un caractère politique. D'abord, un caractère politique. Le dialogue a toujours eu le premier caractère du dialogue dont nous sommes en train de chercher, ou vous êtes en train de chercher, c'est le caractère politique. Non. Le président Kabila, le président Honoré Kabila a organisé tous les dialogues dans toutes ses formes. Avec la Senko, avec Kodjo, avec... C'était une crise de légitimité. La question de la guerre était aussi à l'ordre du jour. C'était pas une crise de légitimité. Allez revoir, permettez-moi de finir. Allez revoir le passé, vous allez constater que même la question de la guerre était à l'ordre du jour. Pendant tout ce temps-là, avec les dialogues avec le chef de l'État Kabila, l'ancien chef de l'État. Donc, déjà nous parlons le même langage. Bon, même s'il faut organiser... Comment on finit avec cette guerre? Même s'il faut organiser des dialogues, nous savons ce que les Congolais, ce que nous, Africains, nous cachons derrière les dialogues. C'est le partage des gâteaux. Mais c'est le partage des gâteaux. Si on s'est partagé les gâteaux pour voir la même direction. Non, excusez-moi. C'est-à-dire que partager les gâteaux signifie cracher sur... Partager les gâteaux signifie cracher sur la mémoire. Je note ici sur ce plateau. Je note ici sur ce plateau. Partager les gâteaux signifie cracher sur la mémoire de nos compatriotes qui sont en train de souffrir et de mourir à l'est de la République démocratique. 3 secondes. Nous savons ce que cachent les dialogues. Voilà la grosse erreur. Je ne refuse pas les dialogues. Excusez-moi. Mais je dis que nous savons ce que les dialogues cachent. Laisse-moi parler, maître. Voilà la grosse bêtise que nous devons commettre, que nous avons commis concernant la soi-disant trêve humanitaire. Vous prenez notre sujet, nous allons... nous demande, mais c'est une situation de la guerre. Voilà nos faiblesses. Et on donne le temps de s'organiser parce que les États-Unis, et c'est trop grave ça, les États-Unis imposent, sans même consulter notre chef d'État, notre chef de l'État, Félix, et directement, il nous impose la trêve parce qu'il y a les élections au Rwanda. Le schéma, c'est la proposition. Ça, c'est vous. Excusez-moi. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je suis patriote. Les partis acceptent. Excusez-moi. Voilà. Et puis après, nous ne pouvons pas tout accepter, tout gober. D'abord, ça, c'est... ça vaut de l'air avantage. D'abord, ça, c'est vous qui dites que le chef d'État n'a pas été consulté. Les États-Unis d'Amérique ont proposé et les États ont accepté. Ça, c'est un des deux. Vous ne me laissez pas le même au Soudan, même en Irak, je vous laisse le plateau. même en Ukraine, je vous laisse le plateau. les États-Unis ou encore les Nations Unies ont toujours proposé la trêve. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des victimes qui souffrent et qui doivent être soutenues. Il est question des élections au Rwanda et que tous les militaires rwandais votent parce que nous les militaires ne votent pas et que Kagame avec ses alliés nous ont imposé cette trêve-là pour que le militaire rwandais aille voter chez eux. C'est pas Kagame qui a imposé la trêve. Voilà la raison derrière ça. Mesdames et messieurs, c'est Kagame qui a imposé la trêve. Nous avons la RDC a accepté souverainement. Nous allons laisser place pour permettre aux victimes d'être ratifiées. Notre diplomatie doit être revue.
Voilà. Vous refusez de ravitailler les victimes.